42e émission de Bug, votre podcast préféré sur les séries télé et sur le 7e art. Je rappelle le principe de l'émission. Nous sommes trois personnes de fort bonne constitution et nous discutons autour de certaines choses que nous avons vues, qui nous ont plu ou déplu. Et nous n'y allons pas avec le dos de la cuillère, il faut bien l'admettre. Donc je vais présenter mes deux acolytes pour s'il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois. Donc je suis accompagné de Seb. Salut Seb. Bonjour à tout le monde et spécialement aux gens qui arborent une moustache aussi magnifique que celle de Vincent Lacoste. Ils sont très nombreux. Et le troisième acolyte, c'est Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous les poilus. Eh bah, j'ai l'impression que vous êtes aussi nombreux que les gens qui nous écoutent. Eh bah, bravo. Une très belle thématique sur les poils en introduction. Bravo les garçons. En plus, on sent que vous n'étiez pas concertés, donc c'est très joli. Donc j'ai pensé que c'était une intro sur Vincent Lacoste aussi de sa part en fait, mais non, absolument pas, c'est autre chose, c'est plus historique. Voilà, effectivement, chacun sa petite spécialité. Donc on a encore un programme qui est pas piqué des hannetons ce soir, messieurs. Je vais m'occuper de Bodyguard, la série de la BBC qui a été diffusée plus largement sur Netflix. Il y a Seb qui va s'attaquer à, pour une fois n'est pas coutume, à un jeu vidéo, et là cette fois-ci ça sera Final Fantasy XV, pardon, je bafouille, et nous terminerons l'émission par le petit pot pourri que tout le monde attend, celui de Bastien, parce qu'il en enquille des sacrées merdes et des bons trucs, et on aime bien l'entendre parler de tout ce qu'il ingère. Bah écoutez messieurs, je vous propose de commencer direct l'émission par ce petit débriefing sur la saison 1 pour l'instant de Bodyguard. Et donc je commence... Donc ici, point de Kevin Costner à l'horizon, ou de Whitney Houston, et c'est peut-être dommage pour certains, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai tout simplement adoré cette première saison de Bodyguard, écrite par pour un débutant pour moi, j'avais jamais entendu parler de ce petit monsieur qui s'appelle Jed Mercurio. Alors je crois, suite à une petite recherche vite fait, que le monsieur n'en est pas à son coup d'essai, qu'il a déjà écrit plusieurs petites séries anglaises, mais des trucs qui sont restés chez eux, hein, de l'autre côté de la Manche. A raison, je ne sais pas. Mais là, ici, il s'est attelé à une série qui a eu un retentissement assez rapide, hein. Les premiers échos qui nous sont venus d'Angleterre ont tout de suite été très bons. Et ça donc a titillé ma curiosité et j'ai attendu que les épisodes soient sur Netflix pour aller les voir. Fainéantise de ma part, peut-être. Seb va certainement nous en toucher deux mots après. Mais voilà, donc tête d'affiche de la série, Richard Madden. Alors déjà ce nom pue la classe, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez les garçons, mais je trouve que Richard Madden ça fait acteur, un acteur de classe, quoi. Le mec qui tourne depuis des années, sauf que non, c'est un jeune premier. Alors pour le resituer, c'est celui qui interprétait Robb Stark dans Game of Thrones. Donc C'est quoi Game of Thrones? J'en ai jamais entendu parler. Ou une petite série historique. Et donc c'est celui qui se faisait dessouder dans la séquence des noces pourpres ou un truc comme ça, je crois, pour Wedding. Désolé, j'ai spoilé. Mais donc voilà, c'est pour situer un peu l'acteur et Richard Madden, donc qui était plutôt lisse dans Game of Thrones. Son personnage le voulait aussi certainement. Je pense qu'il fallait pas trop qu'il y ait une aspérité. Et bah là, écoutez, dans Bodyguard, le mec il bouffe l'écran. Je vais pas y aller par quatre chemins. Je suis absolument estomaqué. J'ai rarement vu une telle transformation. Le mec, j'en attendais rien. Et il a un charisme de dingue. Et je pense que c'est pas si étonnant que ça que finalement son nom revienne maintenant avec insistance pour être le prochain James Bond. Et clairement, il a les épaules pour maintenant. Je lui souhaite de ne pas faire ça, parce que je suis pas particulièrement fan de James Bond et que voilà. Mais je pense que maintenant le petit père, il peut choisir ses rôles avec un peu plus de talent, parce que clairement il a prouvé qu'il avait les épaules pour interpréter des personnages torturés, et malgré cette espèce de faciès de jeune premier plutôt lisse. Et vraiment, pour ceux qui ont vu la série, vous verrez de quoi je parle, le mec il est incroyable d'intensité et de son rôle veut qu'il a les mâchoires serrées les trois quarts du temps,
mais il est très crédible aussi bien en action star, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes d'action dans la série, enfin d'action, il n'y a pas de course-poursuite en bagnole, il n'y a pas de saut d'immeuble en immeuble ou quoi que ce soit, mais il y a quelques séquences quand même plutôt tendues du slip, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est aussi extrêmement crédible dans toutes les phases où le personnage est torturé. Et il y en a aussi quelques-unes, parce que je vais vous faire le pitch vite fait de la série. Donc, le personnage de David Budd, de Richard Madden, est un ancien militaire qui a fait l'Afghanistan, qui en est revenu avec quelques traumas, j'ai envie de dire, comme souvent pour ceux qui participent à des guerres, et qui devient agent de sécurité auprès de la classe politique donc anglaise, parce que ça se passe en Angleterre. Et donc il fait partie c'est le bodyguard de la ministre anglaise de la sécurité intérieure, qui est plutôt un personnage proche de Nicolas Sarkozy à l'époque où il était lui-même ministre de l'Intérieur, donc ça vous situe un petit peu la personne. Quelqu'un qui est très dur et qui veut renforcer en fait l'écoute des Descends un peu. viens là que je te casse. Vous voulez qu'on vous en débarrasse, madame? Eh ben, on va vous en débarrasser. Un petit coup de Karcher. Donc voilà, c'est un peu ce genre de personnage, effectivement, pour resituer. Et donc, donc David Budd va s'occuper de la protection de cette ministre, avec qui vous verrez que la relation va devenir très intéressante très rapidement. Et voilà, ça c'est la base de l'histoire. Alors, le problème de cette série, c'est que je ne peux pas trop vous en dire non plus, parce que ça Qui sont les méchants? Alors voilà, qui sont les méchants? Il y a clairement alors, je vais vous décrire Bodyguard comme ça me permettra d'en parler sans trop spoiler. Parce que là on se dit c'est 24 quoi. Voilà, exactement. Il y a clairement une influence de 24. Il y a également une influence pour Homeland. Parce que le personnage de David Budd ressemble un peu au personnage de Claire Danes. Oh putain. Pour ce que j'en ai vu de la première saison de Homeland, je me suis arrêté à la première saison d'Homeland. Bah, il était déjà chiant son personnage dans la saison 1. Hein. Non mais disons que pour faire simple, le personnage de David Budd est tellement bourré de traumas et je vais y aller. Le mec est un peu suicidaire sur les bords et compagnie, donc en fait il a à peu près zéro crédibilité auprès de tout le monde. Ce qui fait qu'il se bat contre des moulins à vent la plupart du temps, et que c'est pas facile pour son histoire. Donc voilà, un mélange de 24, de Homeland, un petit côté Designated Survivor aussi pour le mélange politique et action, mais vraiment très léger. Et vous rajoutez, voilà, et Alf, parce qu'effectivement il y a des scènes avec des chats par moment que je vous... Non mais bon, chat. Et Madame Oshmonek, pour que nous saluons bien pas. Et donc voilà, et une petite pincée aussi de gros complots, parce qu'il y a quand même pas mal de complots dans cette histoire. Il y a 6 épisodes. Alors les 5 premiers épisodes font 1 heure. Le dernier épisode fait 1h15. Je vais vous le dire tout de suite, comme ça peut aussi vous donner envie pour ceux qui hésitent. Vous pouvez y aller clairement. La fin de saison 1 est très satisfaisante. Je veux dire, s'il n'y a pas de saison 2, moi je vais pas pleurer. Je serais même plutôt partant, mais bon, a priori, vu le succès que ça a eu, ils vont essayer de tirer encore un peu là-dessus. Donc il faut que l'agenda de Richard Madden aussi puisse le permettre, mais une saison 2 serait déjà plus ou moins dans les tuyaux et réclamée à corps et à cri par les aficionados. Je veux dire, on parle de Loana pour interpréter le nouveau suicidaire. Avec une performance aussi à la Robert De Niro dans Raging Bull. Raging Bull, tu dis? Bah, je sais pas. Raging Bull. Raging Bull. Non, mais je vais rester sur Raging Bull, j'aime beaucoup. Cet accent anglais est merveilleux. Voilà, t'as le bodyguard. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire dessus? Alors, si vous aimez les séries où vous transpirez, où vous avez le souffle coupé, et vous pouvez clairement y aller. Alors, la première séquence déjà du premier épisode, elle doit durer une bonne demi-heure ou pas loin. 15 minutes. D'exagérer un peu quand même, ce serait la moitié de l'épisode.
Oui, mais Marseille. non, si peu. Mais disons que ça vous pose déjà d'emblée le personnage et la tension qu'il y aura quasiment tout au long de la série. On peut la décrire parce que bon voilà, le personnage de David Budd est avec ses 2 enfants dans un train. Voilà, et il y a des soupçons comme quoi un terroriste serait à bord du train avec une bombe. Donc voilà, lui il est agent de sécurité, il sent qu'il y a quelque chose de pas clair qui se passe, donc il commence à fureter à gauche à droite pour voir ce qui se passe. Bon, il voit un mec sortir des toilettes après s'être enfermé dedans pendant un bon moment. Il le suit et s'aperçoit que le mec est complètement innocent. Pour vérifier, pour bien faire son travail, il retourne dans les mêmes toilettes qui étaient fermées pendant un petit moment. Et là, en ouvrant la porte des toilettes, il tombe sur une femme voilée, entourée d'une ceinture d'explosifs, avec le doigt sur le détonateur. Et là, ça, et là, ce n'est que les 5 premières minutes de la série. Donc là, il reste encore 10 minutes de cette scène d'intro, pour la situer. Et les 10 prochaines minutes seront intégralement en face à face entre lui et donc la supposée terroriste, où il va essayer de faire lâcher prise à cette femme. Et donc tout en... Un peu comme dans Le Négociateur avec Georges Coraface, série de TF1, je crois, juste un temps. Je croyais que tu parlais du film avec Samuel Jackson et Kevin Spacey. Alex le négociateur, ça devait s'appeler un peu comme ça. Oh, putain. Tu as de bonnes références, c'est bien. Donc voilà, donc cette séquence est folle parce que David, forcément, le train s'arrête, donc il y a des snipers qui commencent à se mettre à droite à gauche. David en a complètement conscience parce qu'il sait comment se passe ce genre d'intervention. Il sait qu'à tout moment la nana peut se faire shooter. Lui, il instaure une relation de confiance avec elle. La relation de confiance qui fonctionne. Elle va complètement s'abandonner à lui et va se remettre uniquement à ses ordres. Et donc si la nana fait un pas de plus, elle peut complètement se faire shooter, et David le sait, donc il va tout faire pour la protéger parce que voilà, lui a donné sa confiance et réciproquement, donc il prend ça très à cœur. Et donc on a 15 minutes comme ça. Et c'est vraiment tendu, nerveux, ça marche impeccablement bien. Et la séquence se finit, je ne vous en dis pas plus. Et j'ai envie de vous dire que dans n'importe quelle série, ou dans les 3/4, on va dire, cette séquence, voilà, elle aurait juste servi à présenter le personnage, pour montrer que le mec est un peu tête brûlée, mais qu'en même temps, il est extrêmement performant dans son métier et compagnie. Ça nous aurait donné le cadre dans lequel va évoluer la série. Sauf que c'est pas le cas. Parce que cette séquence va découler de tout le reste de l'histoire. Et alors, justement, pour Seb qui a vu que le premier épisode, c'est un peu trompeur, parce que je crois que justement, on ne revient pas dessus avant la fin du premier épisode. Non. Mais ça revient après. Donc le personnage de Nadia, qui est la femme, va revenir après, et elle aura un rôle extrêmement important pour la suite du récit. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'écriture de... Un coucou à Zinedine Zidane aussi, par la même occasion. On fait une émission où on fait des potins people aussi, c'est magnifique, avec des références musicales pas piquer des verres, encore une fois. Donc voilà, bon, après, donc on aura du complot, vous verrez, à tous les étages, de la sécurité intérieure anglaise, avec la police également, parce que là, il y a plusieurs services qui vont se chevaucher les uns avec les autres, qui vont se court-circuiter et compagnie. David, on va avoir son côté trauma, mais qui sera pas si pesant que ça, vous verrez. Moi, je trouve que c'est par petites touches, et c'est extrêmement bien écrit et bien amené. On va le découvrir avec sa famille, forcément, avec ses enfants, avec sa femme avec laquelle il se sépare. Chut, stop, j'en dis déjà trop. J'en dis beaucoup, mais tout ça est dans le premier épisode, je crois. Et donc voilà, après on aura sa relation avec la ministre. Et puis, il y a un dernier épisode qui est aussi assez dingue. Pareil, on est sur le même niveau de tension et de nervosité que pour la scène d'intro du premier épisode, sauf que là je pense qu'on est vraiment pas loin de la demi-heure, vu que le dernier épisode fait 1h15 comme je l'ai dit. Là on a bien une demi-heure où c'est à peu près le même style. Je peux pas vous en dire plus, mais vous allez être assez cramponné à votre siège normalement si vous rentrez bien dedans.
Et puis voilà, moi franchement, je trouve que la série est vraiment extra parce que bien écrite, bien mise en scène, parce qu'on n'est vraiment jamais perdu, c'est très bien expliqué, toutes les relations entre les différents corps de métier de la police anglaise et compagnie. Il y a pas mal de personnages, mais pareil, on s'y retrouve bien. J'ai même été ému à 2-3 moments. Parce que le personnage de David Budd est vraiment bien écrit, et je vous dis, la performance de Richard Madden aide beaucoup. Le mec arrive à instaurer une humanité à son personnage qui est assez dingue. Et si Jack Bauer était une sorte de machine déréglée qui ne voulait jamais se régler, le personnage de David Budd est une machine déréglée mais qui veut se régler. Et c'est ce qui fait la différence. Il refuse de voir la vérité en face, mais il sait qu'il a un problème et qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour son petit côté humain qui est extrêmement touchant aussi, je trouve. Et puis voilà, moi je vais pas vous en dire plus parce qu'après je serais obligé de vous spoiler un peu la série, ça serait bien dommage. Mais allez-y, je recommande rarement chaudement des trucs vus par-ci par-là, mais alors là sur celle-là vous pouvez y aller. Si vous n'aimez pas, je peux comprendre, mais vous seriez extrêmement difficile. Voilà, moi je vous dis Bodyguard, c'est du bon, ça sera dans mon top de fin d'année clairement. Bon, Seb, t'as vu que le premier épisode, qu'est-ce que t'en avais pensé? J'avais trouvé que le premier quart d'heure était absolument hallucinant, et justement après, moi perso, j'ai trouvé que le truc retombait complètement, puisque tu démarres sur un si gros morceau de tension. Derrière, moi j'ai un petit peu lâché l'affaire, donc j'ai pas spécialement voulu continuer, mais je vais probablement reprendre. Mais voilà, j'étais pas super motivé après. En fait, c'est un peu comme la haute Pixar, qui est pour le coup, que j'adore, mais t'as l'intro qui est tellement génial que le reste du film, qui est très bon, te paraît moins bien. Ouais, non, c'est vrai. Je peux comprendre ça, mais alors par contre, moi, si j'ai un petit conseil peut-être de visionnage, c'est peut-être pas vous faire trop d'épisodes consécutivement. Je pense que 2 max, ça, déjà, faut quand même 1 heure à chaque épisode, donc faut quand même les manger. Mais ouais, évitez de vous faire tout d'un bloc ou quoi que ce soit, essayez de découper quand même les épisodes, c'est plus sympa, je pense. Oui. Voilà. Et écoutez, voilà pour Bodyguard. La musique est sympa aussi. C'est petite compo électro, pas hyper complexe, mais qui amène beaucoup de tension aussi à chaque scène. C'est bien foutu. Donc voilà. Écoute, Seb, maintenant tu vas pouvoir nous parler de toute autre chose avec Final Fantasy XV. Oui, bien sûr. Alors, moi je suis un gros fan à la base. J'ai commencé par le 9, ensuite j'ai fait le 7 et puis le 8. Bastien, des commentaires sur ma façon de dire 8? T'es passé à autre chose? C'est Raging Bull. Ouais, voilà. J'aime ces 3 jeux pour plein de raisons, parce que l'histoire est fantastique, parce que les mondes sont fantastiques, parce que les personnages sont fantastiques. J'ai trouvé que tout l'univers, absolument tout dans ces 3 jeux sont absolument fous. J'ai tout adoré. Puis à l'époque, je vous raconte un petit peu ma vie. J'ai démarré le 10, qui était le premier sur PS2, au moment où mon frère quittait la maison et il devait choisir entre prendre la PS2 ou prendre l'ordinateur. Je ne pouvais pas me passer de l'ordinateur, donc j'ai joué max 2-3 heures sur le 10 avant qu'il ne parte avec la PS2. Et puis moi, je suis passé à d'autres choses, donc je me suis dit, oh, le jeu vidéo j'aime bien, mais bon voilà. Donc j'ai plus de console pendant facilement 10 ans. Wow. Puis j'ai récupéré la Xbox 360 d'un pote, puisqu'il me la revendait pas cher avec quelques jeux, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je suis redevenu un casual gamer, comme on dit. Et je faisais genre 2 jeux maximum par an, pour vous faire une idée. Puis j'ai acheté la PS4, et pareil, toujours 2 jeux par an. Cette année, je suis déjà à 5. Oh là là là. Et j'en ai encore 2 à faire, et des commandes qui vont arriver à la fin de l'année. Donc les 4 précédents, c'était les 4 Uncharted, que je vous recommande plus que chaudement, parce que c'est des putains de bijoux. Je fais un petit aparté rapide, mais c'est tout ce que j'aimerais voir au cinéma, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Dans le 3, à un moment, t'es en train de poursuivre quelqu'un à pied, et t'as rien à faire fondamentalement dans le jeu, à part courir et sauter au bon moment, etc. Mais comme c'est un jeu vidéo, ça fait plan séquence, et la séquence, elle dure 5 bonnes minutes, c'est absolument fantastique. J'ai jamais vu un truc pareil au cinéma, et ce serait le rêve que ça se passe. Mais s'il vous plaît, n'adaptez pas le jeu au cinéma, parce que ce serait une mauvaise idée. Même dans Benjamin Gates, c'est pas aussi bien?
Non, mais Benjamin Gates, c'est au-dessus de tout parce qu'il y a Nicolas Cage. Donc, ça compte C'est pas. vrai. Intouchable. Donc voilà, le 5ème jeu, c'est ce fameux Final Fantasy XV ou Final Fantasy XV. Si vous prononcez Final Fantasy, il faut dire 15, je trouve. Bon voilà, c'est... Bref, parce que oui, mais donc je joue à Final Fantasy parce que merde, j'aime cette saga. Et comme moi personnellement, j'achète pas un jeu à prix plein parce que ça devient invivable si t'es un gros gamer. Hein. C'est pour ça par exemple que je n'ai pas encore Red Dead Redemption 2 et surtout Spider-Man, alors que c'est le jeu que j'attendais le plus depuis 1 an et demi. Et pour d'autres raisons, mais je vais évoquer ça bien plus tard. Donc il était temps de m'occuper de ce Final Fantasy XV sorti déjà en 2016. Donc là tu lances le jeu, t'es chaud patate, ça va être mortel, malgré un début un peu débile où le prince, qui est le héros du jeu, part en balade avec ses 3 meilleurs amis. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai connu 3 jeux qui démarraient quand même un petit peu mieux, mais bon, pourquoi pas. Et là t'as la voiture, elle meurt, et tu dois la pousser. Et littéralement c'est ça le début du jeu, hein. Ta première action est de pousser la putain de voiture. Mais ça Dans va. un Final Fantasy. Ouais. Mais ça Ok. va, hein, t'as Stand By Me repris par Florence and the Machine qui se lance. Donc ça va aider à cette phase de jeu nul. Sauf que ça s'arrête, et t'as le titre qui apparaît, et la chanson s'arrête au bout de 45 secondes, et t'es frustré. Et c'est ça qui représente le mieux ce jeu à mes yeux, la frustration. Vous savez ce que j'ai préféré du jeu ? Son générique de fin, parce qu'on a enfin pu entendre la chanson en intégralité. Et c'est même pas si jouissif que ça, parce que je l'ai déjà écouté au moins 500 fois depuis 2016. Alors, pourquoi ça coince ? Principalement par rapport à ce que je disais au tout début. T'as des personnages qui sont pas du tout attachants. T'en as rien à branler. Tu démarres le jeu avec les 4 personnages avec lesquels tu vas jouer pendant tout le jeu. Il n'y en aura aucun qui vont venir s'ajouter à l'histoire comme c'était le cas précédemment. Non, t'as les 4 mecs qui sont là directement et il n'y en a aucun qui a son histoire. T'as juste le personnage principal, le prince Noctis, qui va devenir donc le roi Noctis. Y'a que ça, et t'en as rien à branler. T'as un autre personnage à un moment que t'as vu genre 10 minutes qui va crever, mais zéro émotion. Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Tu l'as vu 10 minutes, ce personnage n'existe pas. Alors t'as une histoire qui semble super sympa quand ça se lance, parce qu'il faut du temps, mais ça retombe comme un soufflet très vite. J'ai fini le jeu au bout de 53 heures. Je suis persuadé qu'en 10 ou 15 maximum, j'aurais pu terminer si j'avais pas fait de quête secondaire, mais que la quête principale. Et les quêtes secondaires, elles sont à chier. C'est des trucs genre... Souvent, hein. Non. Parfois, t'as des trucs géniaux. Là, les quêtes secondaires, c'est capturer des grenouilles, prendre des photos ou genre de conneries. Alors, c'est bien pour faire du level up, parce que ça donne de l'XP, de l'expérience. Hein. C'est la seule chose qui fait que j'en ai fait autant, parce que merde, c'était vraiment nul. D'ailleurs, pour l'XP, il y a un problème. D'habitude, tu joues, t'as de l'XP qui monte, puis ton personnage qui passe au niveau suivant une fois qu'il a eu pris assez d'XP. C'est le truc fréquent. Là, non. Tu accumules l'XP à mort, et tu ne la récupères. Elle ne sera pas intégrée directement pour faire du level up tant que tu n'iras pas faire une sauvegarde par rapport à... Alors là en plus tu vas faire du camping et ce genre de conneries. Et ouais, parce que tu as des personnages qui ont chacun une faculté particulière. Hein. Il y en a un, c'est la pêche. Et tu peux aller pêcher dans le jeu. Il y en a un c'est la photo, l'autre c'est la cuisine. Donc parfois t'es en train de jouer, t'as tué quelqu'un et tu récupères sa viande et c'est j'ai pensé à une nouvelle recette. Et c'est croquant gourmand. oui exactement. Et c'est extrêmement pénible. T'en as strictement rien à branler. Donc t'es obligé d'aller faire des sauvegardes pour récupérer ton XP et pouvoir évoluer au niveau des niveaux. Et c'est pourri comme système. Moi normalement à Final Fantasy je passe une centaine d'heures dessus. Alors oui, faire de l'XP pour faire du level up, c'est chiant. Se balader sur la map juste pour affronter des ennemis, ça casse les couilles, c'est évident. Sauf que ça paye derrière. Sur les 7, 8 et 9, ça payait à mort. Là rien, j'en ai rien à foutre. L'année dernière j'ai fait Skyrim, jeu extrêmement populaire. J'ai fini le truc en 5 jours. Donc maximum j'ai joué 10 heures. J'ai pas fait de level up, rien. J'ai tracé tellement je me faisais chier. Et j'ai fini le jeu tranquillement, sans problème, alors que j'ai fait 0 level up. Ça aurait été pareil ici. Les ennemis les plus coriaces sont dans les quêtes secondaires quand tu vas faire des chasses ou ce genre de trucs. C'est complètement fou. J'ai halluciné. Et ça c'est vraiment une problématique... lié aux jeux vidéo aujourd'hui, pas à l'époque. C'est pour ça que le 7, 8 et 9, il n'y avait pas tant de problèmes. Les quêtes secondaires, fondamentalement, c'était des trucs qui étaient intégrés directement dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et certes, avec quelques quêtes secondaires que t'étais pas obligé de faire ou autre, mais au moins c'était intégré dans le truc et c'était vraiment cool. Mais pour revenir sur la quête principale, l'aspect dramatique, il est très vite cassé par le open world. Donc open world, c'est un peu comme les GTA, quoi. C'est un truc que tout le monde kiffe en ce moment, il veut tout le faire. Mais là, ça marche pas parce que
les personnages ils parlent non-stop. Donc tu te balades sur le truc et que tu vas te balader en voiture ou n'importe quoi. Et tu peux pas rester 5 minutes sans que personne ne parle. Donc t'as des dialogues à la con. Genre oh j'ai mal au pied, je crois que j'ai un caillou dans ma chaussure. Ah bah retire-le. Ah oui, t'as raison. Ou alors l'autre qui pense à des nouvelles recettes ou ce genre de conneries. Ou oh, j'ai mal au bras, qu'est-ce que t'as fait? Oh j'ai fait un petit peu de sport. Oh. Et t'es là tout le temps. Et c'est complètement con parce que les mecs, votre royaume a été détruit. Il y a pété de mort. Et vous parlez comme ça, comme si rien ne s'était passé. C'est hallucinant, quoi. Et puis, pour rester sur le open world, il est même pas fini. T'as le 3e tiers du jeu, il n'y a plus rien, parce que c'est trop cher. Apparemment, ça aurait coûté les thunes pour faire un jeu entier que de développer ça. Quand t'as les temps de chargement, tu vois des trucs genre la ville de Alticia. Tu vois le truc, c'est magnifique, et toi t'es dans ton jeu, tu te dis mais putain, où est-ce que c'est? Parce que je le vois pas sur ma carte. Et tu arrives là-bas au 3e tiers, sauf que bah, comme t'as plus le open world, le truc que tu vois sur les temps de chargement, la photo qui est magnifique, qui te donne envie d'aller visiter cet endroit, t'es juste dans un putain de quartier, et tu vas pas plus loin. Alors les mecs ils ont mis de l'argent pour construire une vraie régalia, la voiture des héros, j'y reviendrai d'ailleurs, et faire le film Kingslave. Ah ça oui, ils savaient mettre de l'argent pour faire ça, mais pas pour terminer le jeu correctement. Non, rien à foutre. Kingslave d'ailleurs, je l'avais vu il y a 2 ans, c'était pas super intéressant. Ça prend un peu plus d'ampleur une fois que t'as terminé le 1er tiers du jeu et que tu joues. Mais ça reste pas génial. Et comme Final Fantasy VII Advent Children, c'est une superbe démo technique, mais c'est à peu près tout. Niveau scénario, c'est pas super intéressant. Mais au niveau de l'histoire, c'est super honteux. Parce que ça te montre des trucs qui ne sont pas montrés dans le jeu. C'est un putain de film DLC, c'est honteux, ça ne devrait pas être le cas. Quand je jouais, à un moment quand je dis le royaume a été détruit, t'as une attaque sur le royaume puisque Noctis est donc parti avec ses potes, et tu le vois pas. Il faut regarder le film pour avoir l'histoire complète. C'est absolument honteux les gars. C'est un peu con. Mais oui, mais grave. Et attends, parce que c'est pas fini. En parlant de ça, il y a une bénédiction dans les nouvelles générations de consoles, c'est la correction des bugs via les mises à jour. Mais c'est aussi du foutage de gueule. Ici par exemple la fin a été refaite. Il y a eu une mise à jour pour rendre le truc moins chiant. On pouvait pas sprinter, il y avait pas d'armes, tu te baladais dans des putains de couloirs de merde pendant 4 plombes. Je voyais un mec qui disait qu'il avait joué à ça pendant 2 heures, à traverser ces couloirs où t'as pas d'armes, tu peux rien faire, t'as quasiment pas d'ennemis, quand ils arrivent bah tu dois fuir, etc. Dans la mise à jour tu peux sprinter donc ça va un petit peu plus vite, mais ça reste putain de long et pénible hein. Je crois que j'ai passé facilement 1h30 sur ça. Et je sais pas exactement ce qui a été changé, mais il y a eu du changement. N'empêche, putain, et c'est pas correct. Surtout par rapport à ceux qui achètent le jeu le jour de la sortie. Comme je disais, moi j'attends parce que le prix, c'est hallucinant. Mais putain, les mecs, vous vous foutez de la gueule du monde, quoi. Et en parlant de foutage de gueule sur les nouvelles générations, à un moment, t'as un des persos qui se barre pour aller vivre sa quête de son côté. Et ben, c'est hallucinant parce que le truc c'est un DLC. Donc tu peux télécharger le truc, payer évidemment, pour avoir son histoire. Je rappelle qu'à l'époque, quand t'avais un autre personnage qui avait son histoire, bah tu pouvais vivre son histoire. Tu la vivais avec lui. Je me souviens le début de Final Fantasy IX, tu joues d'abord avec Jidan, j'ai jamais aimé ce nom, et ensuite tu passes sur Bibi. Bibi aussi c'est un nom pourri, mais Bibi c'était une histoire absolument merveilleuse. Oui, je sais. Non, mais Bibi, c'est le petit personnage super mignon qui arrive et tout ça, et puis t'as son histoire qui débarque et tu découvres tout le truc et t'es pris au trip. C'est hallucinant. Et là, t'as pas ça pour les personnages secondaires. Donc là, t'as le DLC, puis t'as le personnage qui revient. Et donc il te manque un truc, hein, il te manque un bout de jeu, quoi. Le personnage qui revient, il a une nouvelle cicatrice, il te mentionne plus le truc derrière. Tu t'en fous complètement. Et donc, au lieu de te le mettre dans le jeu, bah non, on te le met, il faut que tu payes encore pour avoir un truc en plus. C'est absolument pathétique. Il nous encule. Oui, voilà, ça faisait longtemps que tu l'avais pas fait. Il y a un autre truc, à un moment, à la fin du jeu, les personnages sont séparés, et tu peux choisir avec lequel tu peux jouer. Donc tu joues avec le personnage principal ou les autres, c'est ton choix. Moi j'ai commencé par le personnage principal, puis après t'apprends que tu peux aller jouer avec l'autre truc. Donc j'ai fait une sauvegarde, je suis allé jouer avec les deux autres. J'ai fait le truc qui sert à rien parce que tu prends pas d'XP ni rien. Et t'arrives à la fin de cette histoire, et ça n'a servi strictement à rien. Tu reviens sur le personnage principal à la fin de la partie où il devait rejoindre les autres. Ouais. Donc heureusement que j'avais fait ma sauvegarde, puisque je suis du coup allé retourner voir avec ce personnage. J'ai terminé le truc qui était extrêmement chiant là. C'est quand tu dois marcher dans les couloirs, t'es tout seul, y a rien, il se passe que dalle.
Et puis tu rejoins les autres. Et là, tu te réalises que si tu n'avais pas fait ça, encore une fois, il te manque un bout de l'histoire. Mais je trouve ça, mais c'est du foutage de gueule. C'est hallucinant. Pourquoi ne pas avoir mis dans le jeu le fait d'avoir les deux histoires séparées à faire obligatoirement pour avoir toute l'histoire complète? Non, t'arrives, t'as un personnage qui est mort, tu vois, oh, il est mort, il y a des lettres, tu dis, puis c'est tout. Alors que si tu joues avec les autres, bah tu vois le mec mourir. Donc il te manque un bout d'histoire si tu n'as pas l'intelligence de sauvegarder, d'aller jouer avec les autres personnages qui auront une histoire qui ne va pas compter. Enfin, je ne comprends pas. À un moment, il y a même une quête secondaire, c'est un truc qui a été rajouté par après parce que j'ai un pote qui a fait le jeu et qui n'a jamais connu ça. T'as une quête secondaire, j'ai joué pendant 1h30 là-dessus. C'est un truc qui ne sert à rien. C'est indiqué sur ta truc de quête. T'arrives, tu fais le truc, tu prends pas d'XP, à la fin tu gagnes une épée de merde qui sert à rien parce que toutes les épées que t'as elles sont meilleures et ça ne compte pas dans le jeu. Et ça reste toujours dans ton truc, donc tu peux aller le refaire autant que tu veux, mais ça ne sert à rien de le refaire et c'est chiant. Et je ne comprends pas ce genre de mise à jour à la con. Non, ben voilà. Les mecs ils sont partis en couille, ils ont fait n'importe quoi. Après t'as le jeu qui a aussi évolué, donc c'était du combat tour à tour, donc tu choisissais tu faisais les attaques de tes personnages. Tu vois, si tu te mettais tranquille dans ton canapé, t'étais vraiment en mode gros feignant, etc. Maintenant, mais ça c'est depuis le 12 apparemment, c'est un système de combat direct, quoi. C'est-à-dire que c'est comme un jeu d'action. Quand comme moi t'es un gros bourrin, je peux te dire que niveau potion t'y vas à mort, alors que les autres personnages eux tranquille. Bon, en même temps j'ai tué 45 000 personnages de méchants en plus que mais moi j'y vais comme un bourrin parce que j'ai envie d'y aller comme un bourrin, quoi. Je vais pas y aller en réfléchissant. Ils ont aussi changé, enfin ça change à chaque jeu, mais le système de magie est pourri dans celui-ci et les invocations c'est absolument ridicule. J'ai halluciné. Donc les invocations, pour ceux qui connaissent Final Fantasy, c'est donc Ifrit, Bahamut, Shiva et compagnie. C'est un truc qui est toujours absolument hallucinant à voir. Et pourtant le 7 remonte quand même déjà à 97 si je dis pas de bêtises au niveau des dates. Et c'était vraiment un truc qui avait de la gueule. Et là tu te dis putain, avec la gueule qu'a le jeu aujourd'hui, ça va être mortel. Sauf que les invocations, maintenant tu peux plus les faire toi-même. Elles viennent de manière aléatoire. Et 7 fois de suite j'ai eu la même. Les 3 autres que j'ai vues, c'est parce qu'elles étaient dans le scénario du jeu. J'ai dû aller sur YouTube pour voir toutes les invocations. Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. J'ai halluciné. Et maintenant, on va passer sur la fameuse Regalia, la voiture. C'est de la merde. Hein. Alors, tu te dis, putain, t'as une voiture, c'est un open world. Putain, les mecs, ils ont fait GTA. Non. Tout ce que tu peux faire, fondamentalement, si tu la conduis de manière manuelle, c'est accélérer. Parce que si tu commences à la guider, déjà, elle avance pas vite. Mais en plus, si tu commences à la guider, c'est super pas facile. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rouler elle-même, elle va faire les tournants elle-même, elle va tourner, elle va tout faire toute seule. T'as juste à appuyer sur l'accélérateur. Et puis t'as aussi le moyen de faire la conduite automatique. Donc toi t'es tranquille, tu fais rien, tu la regardes juste rouler pendant que les personnages y parlent et ils disent des conneries. Mon conseil, parce que parfois il y a les déplacements instantanés. Si t'es à 2 ou 3 minutes du lieu, fais pas le déplacement instantané. Le temps de chargement sera plus long. Donc en fait tu passes énormément de temps à te faire chier. Donc voilà, j'ai pas passé 53 heures dessus parce que c'était vraiment de la merde complètement, parce que c'est fondamentalement ce que je viens de dire, hein. J'ai pas grand chose de positif à dire dessus. L'histoire est nulle, les héros c'est un putain de boys band, quoi. C'est tout ce qui ne va pas avec l'époque actuelle, quoi. Les personnages sont horribles, c'est des petits émos à la con là. Comme je dis, l'histoire par moment elle te prend, mais putain, mais ça dure tellement pas longtemps, quoi. Et puis comme j'ai dit, hein, tu passes tellement de temps à faire des quêtes secondaires pour faire du level up alors que ça sert à rien, hein. Mais ça tu t'en rends compte uniquement à la fin. Putain, c'est vraiment la frustration absolue, quoi. Là j'ai commandé parce qu'ils ont remasterisé pour PS4 Final Fantasy X, X2 et le 12. Je vais les commander pour la fin de l'année et les faire. Apparemment, enfin, les retours sont bien meilleurs, donc je ne pense pas être juste passé à autre chose entre guillemets, tu vois, genre j'étais fan mais je ne le suis plus, parce que ça reste quand même les Final Fantasy des moments d'émotion que j'ai pas revécu dans un jeu vidéo depuis, alors que j'en ai joué à de très très bons, mais non, là j'ai regardé un petit peu les avis des gens, il y en a qui adorent, mais majoritairement c'est vrai que il y a beaucoup de retours négatifs et je pense que le jeu est tout simplement pourri. Faut se le dire, quoi. Ça a beau avoir une marque magnifique, Final Fantasy, ça pète la classe.
le jeu est plus que décevant quand même. Donc voilà, et si vous êtes fan des jeux, évidemment, jouez-y, mais refaites peut-être les précédents parce que ça vaut mieux. Comme je dis, là, t'as le truc qui est même pas fini, c'est juste C'est frustrant. scandaleux. Ah non, mais voilà, le côté, le jeu pas fini, les mises à jour à la con parce que tu t'es rendu compte au dernier moment que t'avais fait de la merde, je trouve que c'est du foutage de gueule, quoi. Parce que tu vas pas te retaper tout le jeu juste pour te refaire la fin, la partie la plus chiante, parce que ça a été un petit peu amélioré, quoi. Faut pas déconner. Et comme tu le dis, c'est une pratique de plus en plus courante dans les jeux vidéo actuels, j'ai l'impression. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas encore acheté Spider-Man, et si avec Black Friday qui arrive, le jeu est à genre 20€, je ne le prendrai pas parce qu'il y a des DLC qui sont annoncés. Je vais attendre une édition complète. Ouais, Pourquoi c'est ça. j'attendrais Ouais. Pourquoi je ferais le contraire? Pourquoi est-ce que j'achèterais un jeu pas complet alors que je peux le prendre dans un an ou deux, moins cher et Moins complet. cher et complet. Donc voilà, c'est complètement con, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le marché du jeu vidéo qui est un peu. Ah oui, c'est vraiment le truc. Les jeux sont beaucoup plus faciles à notre époque, mais ils sont plus beaux, certes, mais ils sont aussi beaucoup plus faciles et incomplets, etc. Je trouve ça assez hallucinant, quoi. Et si vous voulez un petit bonus sur la Regalia, parce que ça fait toujours plaisir, à la toute fin, tu peux la transformer en voiture volante. Et donc j'ai testé le truc. Et donc je dois me déplacer, je dois aller quelque part, c'est à 1 minute de l'endroit où je suis. Et je la fais voler. J'ai mis 5 minutes pour y aller. Parce que pour se poser, il lui faut absolument une route. Donc le temps de me placer correctement devant la route, bah en fait j'étais allé super loin. Donc j'ai perdu 2 heures. Là où on n'a pas besoin de roue. Ouais, mais là, si, ils ont besoin d'une route. Donc c'est voilà, c'est vraiment le truc le plus frustrant, alors que j'étais super excité au départ et voilà. Faites les Uncharted, les gars. Ok. Seb, par contre, juste un petit mot sur les films, parce qu'il y a plusieurs films d'animation pour les Final Fantasy. Les créatures de l'esprit, tu l'avais vu? Oui, c'est techniquement, il était quand même assez impressionnant au niveau de l'histoire. Après, comme ça dure genre 1h50, tu peux pas approfondir comme le font les jeux Final Fantasy où tu joues une centaine d'heures, où ça évolue, où t'as plein de personnages, etc. Scénaristiquement, il était pas dingue, mais techniquement, il était quand même. Il a bien. bonne réputation quand même, hein. Je crois que c'est sûrement le meilleur qui soit sorti de C'est kiff de la kiff saga. bourrico, je dirais, pour citer une expression de jeune. Ok. Il y a des jeunes de 43 ans. Ouais, voilà. Et Final Fantasy VII Advent Children, bah, ça te donne le potentiel de ce que pourrait être le remake du jeu qui va sortir dans 25 000 ans, vu que ça fait quand même un moment que c'est annoncé. Le film est absolument sublime à regarder. Je recommande évidemment la version longue parce qu'il y a beaucoup plus de scènes de combat, mais au niveau du scénario, c'est quand même assez nul, quoi. Et le fameux Kingslave, là, bah, pareil, quoi. Mm. C'est intéressant parce que tu dois compléter le jeu puisque t'as pas toute l'histoire dedans, quoi. Quand même bien bizarre. Foutage de gueule. Bon, bah voilà, foutage de gueule. Bastien, on t'a perdu ou tu es toujours là? Non, j'ai écouté attentivement et après Final Fantasy, moi c'est du coup je suis de la même génération, mais c'est un truc que j'avais toujours laissé de côté. J'ai jamais vraiment joué à des jeux, ça m'a jamais attiré. Pourtant j'ai aussi ma période de jeux vidéo, mais voilà, je suis passé à côté du fameux 7 et le 8, je crois, qui sont des épisodes de culte de la saga. Pour moi, c'est surtout 7 et 9. Ouais. Le 8, d'ailleurs, j'ai appris récemment que la raison pour laquelle il avait disparu, c'est parce que Square Enix a tout simplement travaillé sur le 8 et Coulé. le 9 en même temps. Et ils ont plus les fichiers de base sur leur ordinateur, ils ont tout perdu. Ouais. Ce qui est assez hallucinant. C'est clair. Et j'ai aussi appris que quand ils ont dû faire le doublage du 7, je crois, quand ils ont envoyé donc les fichiers aux États-Unis, ils les ont envoyés mais sans les dialogues. Donc c'est les Square Enix Amérique qui a dû pirater Square Enix Japon pour avoir les dialogues. Pirater, enfin c'est hallucinant. Quelle belle équipe. Oui. Bon, Du bah, coup, je ouais, crois des gens autour de moi qui vantaient toujours ces jeux-là, mais moi j'étais plutôt les jeux bourrins, les Doom-like et compagnie, donc j'avais l'impression que ce n'était pas pour moi ces Final Fantasy. et Pokémon aussi. Et Pokémon aussi. Pokémon c'est très bien le premier. Au début c'était C'est un jeu bourrin, mais différemment. On pourra y revenir peut-être un jour à Pokémon. Avec les prochaines sorties de Pokémon Go et compagnie. Voilà. Y reviendra peut-être. Bon, bah, je crois qu'on va partir sur la dernière rubrique de l'émission avec le petit pot pourri de Bastien. Ouais, je vais essayer d'aller vite. C'est à toi, garçon, vas-y. C'est l'heure de vider les poubelles, donc allons-y. Et je vais commencer avec une petite série B qui tâche, parce que je sais que vous aimez ça. Ouais. Avec donc Puppet Master The Littlest Reich.
Donc, qui a eu son petit écho, parce qu'en fait, c'est pas n'importe qui l'a écrit, celui-là. C'est l'ami S. Craig Zahler, donc Monsieur Bone Tomahawk et Brawl in Cell Black 99. Donc un des réalisateurs les plus prometteurs de la nouvelle génération, et donc qui est arrivé sur cette saga mythique entre guillemets. Pour vous rappeler, les petites Puppet Masters, c'est des petites poupées qui tuent des gens. Alors moi, je connais pas bien la saga, mais dans ma tête, c'est toujours le sketch des inconnus avec c'est encore les fêtes de Noël. Barbie. Exactement. Putain, je connais pas du tout ces trucs, moi. Et donc c'est Chucky, mais en beaucoup plus barré et déjà Avec moins d'argent aussi. avec moins d'argent aussi. Parce que je Et crois donc- que c'est Charles Band qui les produit, les premiers, donc c'est vraiment fait avec très très peu de budget, quoi. C'est ça. Et donc là, il y a eu un petit peu, il y a eu des années qui se sont passées, ils n'ont pas dû en faire quelques temps, et là, ils ont essayé de refaire un petit truc un petit peu plus conséquent. Et on sent qu'effectivement, Zahler est un amoureux de la série B déjà dans ses réalisations, mais là, ça se ressent totalement, puisqu'il ne cherche pas à faire un truc qui sort des sentiers battus, hein. Ça reste une pure série B de genre. Moi, j'étais content en le voyant parce que j'avais l'impression justement de revoir ces petits films de Canal+, des fois que t'enregistrais à une époque, des suites de films d'horreur, les Leprechaun et compagnie, hein. On savait que c'était des merdes, mais on était quand même content de les voir. Et ça me rappelait aussi cette formidable époque où quand j'étais enfant, j'allais chez Stock et ils avaient un classeur avec tous les cassettes à louer, et tu voyais juste les jaquettes des cassettes vidéo, et juste sur les jaquettes tu fantasmais, même si Exactement. aujourd'hui tu sais que ce sont tous des merdes, mais les jaquettes étaient hallucinantes de tous ces... Même un Freddy 6, t'avais envie de le voir, quoi, des trucs comme ça, quoi. Et, avec ce Puppet Master, j'ai retrouvé un petit peu cet esprit-là. Bien avant le téléchargement, hein, qui a donc tué tout cela, malheureusement. Le fantasme de la jaquette, c'est quelque chose de disparu. Le fantasme de la jaquette. Ça fera un petit d'émission. Donc, on a du gore, on a des mises à mort sympathiques, il y a un peu de tété, des acteurs maison qui viennent cachetonner ici. Alors, on a Udo Kier qui est là, Barbara Crampton, Ouais. Thomas Lennon, un acteur plutôt connu pour la comédie. Il y a aussi la meuf asiatique qu'on voit dans les productions, même dans les films de Judd Apatow, je sais plus son nom, qui est arrivé là-dedans. Ça se moque à un moment des hipsters, donc même dans les dialogues, ils sont un petit peu plaisir. Dans la petite mort bien sympathique, je vous explique, à un moment, t'as donc un mec qui est au chiottes en train de pisser debout, et donc t'as une petite poupée avec une hélice qui arrive et qui lui découpe la tête. La tête. Et donc, oui, qui lui découpe la tête, et donc la tête tombe sur la zigounette qui est en train de encore uriner. Et donc tu urines sur la tête. Et ça fait toujours plaisir de voir des petites morts comme ça. Si cette mort est dispo sur YouTube, il faudra mettre le lien. C'est un film extrêmement court, il doit faire 1h20 à tout casser, donc qui va à l'essentiel. Ça met un peu de temps à démarrer, mais en fait c'est quasiment un huis clos, donc qui se passe dans un hôtel, donc une fois que c'est parti, tout le monde y passe. Après ça manque clairement de fric, ça se sent encore, mais bon, tout cela est bon enfant. Ils essaient de relancer la machine, ça finit sur un petit bout to be continued, donc il y aura probablement une suite. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est pas assez Portnawak qu'on pourrait l'espérer, parce que vu le manque de fric, du coup ils ont pas pu faire tant de délire que ça. Donc je pourrais pas non plus vous le conseiller hautement, mais si vous avez envie de consommer un truc rapidos qui prend pas la tête et qui fait plaisir, vous pouvez le regarder. C'est toujours mieux que plein de films d'horreur des fois qu'on vous propose et qui sont bien chiants. Mais si je Ouais. peux me permettre, pour rester dans la thématique de je dis quelque chose, l'autre dit quelque chose, et en fait c'est un lien, Thomas Lennon c'est le Leo Gates de la série L'Arme Fatale. Ouais, Parce qu'il nous encule avec Ben voilà. les autres personnages. exact. Alors ensuite j'enchaîne avec un deuxième film. Alors là, pourquoi j'ai regardé MILF de Axel Lafont. Ah, moi aussi. Pourquoi Alors je l'ai regardé parce que, comme chacun le sait, j'ai une passion, j'ai un hobby pour les MILF, et donc quand on fait un film qui s'appelle MILF, je me dis je vais le regarder. Donc pour rappel, le casting de ce trio féminin de MILF est composé donc Lisa d'Axel- Anne. de Axel Lafont, donc qui joue aussi dans le film. Nous avons Virginie Ledoyen et Ah. Marie-Josée Cruz.
Un casting sympa quand même. Bon, t'as enlevé Axel Lafont, Voilà. mais... Donc, écoutez, le film a au moins le mérite de proposer quand même son petit lot de vieux cul et de poitrine. Donc ça se dessape quand même. Donc juste pour ça, le film a le mérite de ne pas mentir. Après, c'est extrêmement mauvais, tu dis, Seb? Non, c'est surtout pas drôle. Merde, ouais. Oui, c'est de la merde. C'est encore dans l'esprit Sex and the City qu'on essaie de faire perdurer un petit peu. Avec 20 ans de retard, quoi. Avec 20 ans de retard. Mais c'est ça les dialogues, c'est 20 ans de retard. Hein. Les femmes sont finalement des hommes comme les autres. Hein. Elles aiment aussi se torcher, baiser librement et être vulgos, mais en même temps, elles sont quand même sensibles dans le fond. Après, c'est pas totalement catastrophique, j'ai envie de dire. Il y a, ne serait-ce que dans la réalisation, j'ai pas trouvé que c'était n'importe quoi. Mais après, voilà, quoi, c'est passer votre chemin totalement sur ce film. Sauf si vous êtes vraiment un fétichiste des MILF, regardez-le. Mais je regarde quand même au dialogue, on a quand même Jean-François Halle, derrière les OSS 117 et compagnie quand même. Oui, mais c'est pas le même niveau. Hein. Oui, je me doute. Et sinon, le script collaborator, donc co-scénariste, Lilou Fogli. Voilà, c'est juste parce que madame a un prénom de chien. Ça sent le pseudo, ça. Alors ensuite, j'ai regardé un film dont on avait parlé dans l'émission, à savoir est-ce que ça nous tentait ou pas, donc du coup je l'ai vu depuis. C'est le fameux Galveston de Mélanie Laurent, donc adaptation du livre de Nick Pizzaiolo. Alors, Pizza Plateau. C'est pas ça non plus. Je sais plus. Alors c'est le film, sorti du film, je me suis dit c'est quand même pas trop mal, mais il manque ce petit quelque chose pour le conseiller et qui en fasse vraiment un truc à conseiller. Et puis 2 semaines plus tard, en me disant tiens, je vais en parler dans l'émission, je me suis dit j'espère qu'ils vont pas me demander quand même de quoi parle le film, parce que de quoi parle le film donc? Du coup j'ai checké sur Wikipédia, je me suis dit oui, c'est comme ça que Dakota Fanning arrive dans l'histoire. Ouais, c'est ça le problème donc de ce film, c'est quand même il n'est vraiment pas original pour un sou. Mais après c'est pas mauvais, mais vraiment tu te dis quand même pendant tout le truc, mais après c'est méchant de dire ça, mais on la connaît pas personnellement, mais où est Mélanie Laurent là-dedans, quoi? Je sais c'est pas, peut-être un bon truc pour le film. Bah oui, en fait, on n'a pas forcément de faire un film qui ressemble à ce que l'on est, mais du coup ouais, il y a un côté très film américain classique, même des Taylor Sheridan et compagnie, là, les scénarios un peu comme dans ce style-là. Visuellement, c'est très léché, très très bien réalisé et tout. Mais ouais, c'est ça, il manque un petit truc, parce que le film est bien sombre quand même au final, comme de toute façon tous les trucs de Pizzaiolo, hein. Mais là c'est pareil, c'est assez désespéré et dark, même à la fin, quoi. Donc c'est ça, c'est la pizza 4 fromages corsé. Mais ouais, moi je pourrais ça dure 1h30 en plus, je crois que c'est assez court. Donc ouais, tu l'as vu, Seb? Non, ça fait genre 2-3 semaines que c'est prévu, mais j'ai été occupé par Final Fantasy. Maintenant, je suis en train de me faire l'intégrale de Oz, donc si tu veux, moi j'ai d'autres priorités. D'accord. Et donc c'est Nick Pizzolato, pour qu'on soit un peu exhaustif et sérieux. Voilà. Alors ensuite, j'enchaîne avec le petit documentaire du jour, avec notre ami William Friedkin et son The Devil and Favor Amorph. Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas que le Favor qui est amorphe, mais là c'est William Friedkin qui est amorphe. Alors pour rappel, c'est donc... Alors attends, je vais juste faire une aparté. Ah voilà, ouais. Le poil s'est éteint. Non, là il s'est mis sur ventilo. Ah d'accord. On dit un ou une aparté? Moi je pense qu'on dit un aparté. Non? Moi ouais. Voilà. Un aparté. Maître Capello, s'il vous plaît.
Et donc Friedkin, c'est quand même le réalisateur à la base, rappelons-le, de L'Exorciste. Et donc là, il a décidé de faire un documentaire à base d'un vrai exorcisme, puisqu'il s'est suivi un prêtre qui faisait des vrais exorcismes. Et autant vous le dire, ce truc est totalement indigeste et tout pourri. Ça doit durer 1h07 ou 1h10 à tout casser. Donc le mec, il a même pas eu assez de matière pour faire un truc correct. Alors Friedkin dans le film est à mourir de rire parce qu'il est en espèce de Michael Moore de l'exorcisme. Il est en train de se balader face caméra, en train de parler et à suivre est-ce que c'est bien réel, tout ce que je vois et tout ça. Donc le vrai exorcisme qu'on voit donc consiste à voir une femme assise sur une chaise à faire des pendant 20 minutes et à bouger un peu de sa table. Et en plus ils sont tous là à côté, toute la famille est là autour d'elle en train de la regarder assise comme des pecnos sur une chaise, et puis t'as deux mecs qui sont là en train de la retenir dès qu'elle bouge un peu trop de sa chaise derrière. En tout cas, j'ai entendu plein d'échos sur ce truc et finalement, ça me donne plutôt envie de le voir. Parce qu'il y a des gens qui l'ont pris vraiment au premier degré, et il y en a d'autres qui pensent que c'est une grosse pochade, une grosse parodie, un truc humoristique qui n'a ni queue ni tête, et que Friedkin fait pour se marrer. Ouais. Et je trouve ça marrant. Et en plus, ce qui est assez drôle, donc, c'est que le père qui suit en fait meurt quasiment pendant qu'il faisait le documentaire, quoi. Donc c'est pour ça à la fin il explique que en fait j'ai pas pu le revoir et tout, donc il n'y a pas eu de débriefing vraiment, quoi. Donc 1h07. Il n'oubliera jamais cette rencontre. J'ai presque envie de le voir là. Ah bah ouais, carrément. Moi aussi je trouve. Ah, il faut. Et écoute, pour essayer de rester dans les 1 heure de l'émission, je vais squeezer un truc et on va passer directement à l'actualité qu'il y a eu le week-end dernier et dont je vais revenir maintenant, puisque donc la dernière saison de House of Cards a été arrivée sur Netflix là. Donc pour rappel quand même, il fut un temps, House of Cards c'était quand même la vitrine de Netflix, hein. Je pense que c'est leur premier gros truc, premier gros succès. Donc c'est un peu la fin d'un cycle aujourd'hui d'avoir terminé cette série, sans Kevin Spacey, rappelons-le, puisque suite aux affaires de... Et sans Christopher Plummer, du coup. Et sans Christopher Plummer. Donc reposant intégralement sur les épaules de Robin Wright, qui devient la présidente, et saison raccourcie de 8 épisodes. Grave MILF. Bah ouais, MILF. Alors, autant vous le dire tout de suite, cette saison est un naufrage total. Ah, c'est surprenant. Ouais. Surtout qu'on nous a bien fait comprendre que non, Kevin Spacey, c'est pas grave qu'il soit plus là. On avait prévu déjà un peu le truc à la fin de la saison 5 et on partait de toute façon sur Robin Wright qui était présidente et c'est la fin qu'on voulait faire, quoi. Mais c'était un pur naufrage. Donc déjà la saison 5, pour rappel, était déjà pas terrible, mais là, sans Kevin Spacey, il n'y a plus aucun intérêt à tout cela. Des fins de série de merde, on en a connu. Des derniers épisodes catastrophiques, on en a connu. Mais là, je pense que le dernier épisode de House of Cards a sa petite place au panthéon des fins de merde aux côtés des Dexter et autres Desperate Housewives. C'est dommage parce qu'il y avait des trucs plutôt sympathiques dans le premier épisode de la saison. Il y avait un côté méta, du coup, comme à chaque fois où il parle face caméra. Donc maintenant c'est Robin Wright qui parlait face caméra aux spectateurs. Et genre au bout de 30 minutes d'épisode, elle regarde le spectateur, puis elle lui fait je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais t'as envie de te barrer, genre parce que maintenant il n'y a plus Kevin Spacey, t'as envie de zapper, quoi, ou un truc comme ça. Carrément. Ou alors aussi on se demande pourquoi Kevin Spacey, donc son personnage meurt, mais on ne nous dit pas comment il est mort dès le début. Et donc elle fait genre au spectateur a voulu savoir ce qui lui est arrivé et tout. Et ces petits trucs là sont un petit peu sympathiques. En plus le premier épisode se termine sur Robin Wright qui fait un doigt d'honneur face caméra et tout, donc un petit truc punk, rock'n'roll, choc pour faire plaisir à la ménagère. Yann Barthès sur Donald Trump. Voilà, exactement. Et on s'est dit bon voilà. Puis après c'est pas possible, quoi. On a catapulté donc aussi Diane Lane et Greg, je sais plus comment il s'appelle, Cunard. Remilf. Ouais. Dans cette saison, dans des personnages qui ne servent pas à grand chose au final. Il y a une fin d'épisode où on tue quasiment 3 personnages qui étaient assez importants quand même dans la série pour le choc, mais au final on s'en fout un petit peu, c'est parce qu'il faut aller vite parce que c'est quand même la fin de la série.
une saison en plus bien consciente trop de son époque, hein, puisqu'on forcément on se la joue un petit peu sur l'air faire Kevin Spacey, on sous-entend le girl power à fond les ballons, les femmes au pouvoir et compagnie, donc Ça a dégoûté, ça m'a donné envie de gerber, effectivement. Et je n'ai même pas envie de vous expliquer la fin de la série, puisque ça n'aurait pas gros intérêt si vous n'avez pas du tout regardé. Et c'est de la merde. C'est juste vous dire que donc ouais, les scénaristes sans Kevin Spacey, c'était mais de toute façon il fallait quand même conclure cette série, mais à quel prix? De toute façon, rappelons que Fincher était quand même dans les papiers au départ de cette série et Oh putain, c'est vrai. Beau Willimon, qui était le showrunner, avait quitté la saison à la fin de la saison 4, et donc après ils ont essayé de continuer sans lui, et c'est là que ça a commencé vraiment à pencher. Il y a certains gens qui disent qu'ils déjà ils auraient dû faire qu'une saison, là qui te disent que c'est 2 saisons, là qui te disent 4, et il y en a qui ont des goûts. Donc ouais, cette saison, en plus là tout le monde est un petit peu unanime pour dire que c'est une saison ratée, puisque comme c'est une série quand même assez populaire et toute la presse française en parle, ils sont quand même plutôt polis, et donc ils disent que c'est une saison ratée, mais moi je vous dis que c'est une saison de merde, et je vous le dis poliment. Si j'avais une chose à vous conseiller sur ce quoi je vous ai parlé ce soir, je ne sais pas trop quoi vous conseiller, hein. Peut-être Galveston. Et du coup, tu as zappé quoi? J'ai zappé, je vous le garde pour la prochaine fois, pour la surprise, mais ce sera notre ami The Meg en eau trouble. Oh, Et vu que comme oui, c'est de la merde, à mon avis, t'as bien aimé. C'est mon Rampage 2, quoi. Oui, voilà. Oh putain, vivement. Vivement. Bon, écoutez, messieurs, on a quelque chose à rajouter de votre côté? Non? Non, j'ai rien là. Très bien. Et nous allons donc conclure cette émission. T'as pas encore ton jeu à la con là, Bastien, que t'avais fait la dernière fois? Oui, je l'ai, mais bon, le temps... Oh, vas-y, le temps, on s'en fout. Le temps, c'est de l'argent. On s'en fout. Je sens que tu veux le faire, Seb. Alors, Seb, je sens que je vais pas aimer, mais donc, vas-y. Bonsoir. Un petit tac au tac qui est un petit peu plus dans les choix cornéliens ce coup-ci, mais... mais c'est dégueulasse, tu prends le pire pour moi. Voilà. Ton mois préféré de l'année? Mon mois préféré de l'année, je sais pas, moi j'en ai aucun, mais... Ok. La Belgique ou la France? La Belgique. Tu préfères boire quoi comme liquide? Du coca. Ta couleur préférée? Le rouge. Ton Edgar Wright préféré? Oh, ça doit être de World's End. Waouh, je l'ai pas vu. Guillermo del Toro ou Alfonso Cuarón? Del Toro, globalement, ouais. Le pire film de Christopher Nolan? Son premier, comment ça s'appelle encore? The Following? Ah ouais. Une nuit avec Lily Collins ou Jessica Chastain? Une nuit avec Jessica Chastain, parce que la vie entière avec Lily Collins. Putain, moi j'avais l'Isabelle Sierra. Le meilleur Mad Max, c'est le combien? C'est le 2, tendance 4. L'épisode de Lost bien pourri qu'il faut oublier? Faut pas forcément l'oublier parce que je le trouve marrant dans le cynisme qu'il a, mais c'est le fameux Exposé, l'épisode qui est centré sur Nikki et Paolo. Pierre Ninet ou Sébastien Coé? Pierre Ninet. Un truc vraiment bien sur Netflix à me conseiller? Un truc original Netflix? Ouais. J'aime beaucoup The Fundamental of Caring. J'ai un problème avec le titre, mais c'est avec Paul Rudd. Et le film est vraiment, il est pas extraordinaire, mais je le trouve très touchant. Je l'ai vu 2 fois, pour vous dire. Donc. Ok. Regardez l'intégrale de la carrière de David Lynch ou suivre une saison de championnat de France de Ligue 1 de foot? Je pense que la saison complète de foot, ça va être moins pénible. Oh. Je sais. Quel troll. Ton acteur préféré? Ah putain, j'en ai pas vraiment. Ryan Gosling pour faire plaisir à. Je savais. Non, j'en ai pas. J'aurais pas à te répondre là. Tu préfères que Doctor Who s'arrête ou que Mathias Malzieu meure? Oh putain, non, Doctor Who peut s'arrêter parce qu'il va revenir. Et le pire Spielberg, c'est quoi au fait? Je crois que j'en ai encore un ou deux que j'ai pas vu, je crois, j'ai un doute. Mais là, comme ça, c'est comment ça s'appelle, 1942, je sais plus. J'avais pas du tout. 41, ouais, 1941.
Tu attends davantage le Avengers 4 ou le Watchmen version Lindelof? Ah, Watchmen quand même. Une scène culte dans une piscine, s'il te plaît. Sex Crimes. Sex Crimes. Bah ouais. Si on peut ressusciter une seule personne entre Alain Bachung, Sergio Leone ou la carrière de Stallone, La carrière de Stallone. tu veux qui pour incarner le prochain James Bond? J'ai pas de choix particulier, je m'en bats complètement les couilles. Ta bande originale fétiche? Oula, fétiche. Moi j'écoute beaucoup de Doctor Who en ce moment, donc je veux dire comme ça, au hasard, la saison 5 elle est vraiment très bonne. Len Wiseman qui fait une version live de Cowboy Bebop? Putain. Ou un reboot de Lost par les frères Duffer? Putain. C'est les mecs de Stranger Things, ça? Ouais, c'est ça. Le reboot de Lost me fera moins mal, je pense. Le meilleur jeu vidéo de tous les temps, c'est quoi? Pour moi ça reste Final Fantasy VII. Une maison d'édition veut bien publier un de tes romans. Mais pour cela, tu dois faire la vaisselle pendant toute ta vie. Mais je fais déjà la vaisselle. À la main. Bah je le fais déjà Tu- à la main tu- parce que j'arrive pas à utiliser mon lave-vaisselle. Tu signes donc. Oui, Et enfin, héros ou salope? définitivement salope. Voilà. Voilà, une belle bande de salopes. Bon bah voilà, on a encore bien rigolé, bravo. Donc voilà, le compte Twitter de l'émission c'est Bug le Podcast, vous pouvez nous retrouver et laisser vos questions ou quoi que ce soit si vous le souhaitez. Je suis Alphonse Dadey, il y a Grumpy Seb, Bastien, un compte Twitter, quelque chose? Oui, Jean Valjean en 3 mots. Pas Oh comme, putain, je vois qui c'est. pas comme le personnage de Victor Hugo. Et moi personnellement D'ailleurs, en ce moment j'avale Jean. Ouais, je ne vole pas du pain, je distribue ma semence. C'est une version généreuse. Mais il est pas français en plus ce mec là, non? C'est un américain? Si, je t'ai checké et je crois qu'il Ah en plus, c'est genre Montluçon, un truc comme ça, quoi. Ah carrément quoi, putain c'est génial. Super. Il a une grosse carrière d'ailleurs, parce qu'il a joué dans des. J'ai vu dans des. Les experts et compagnie, il a une petite carrière. D'acteur classique. Hors circuit, et finalement il est revenu. Très bien. Bon bah Jean Valjean alors en 3 mots. Voilà. Messieurs, je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, chers auditeurs, regardez Bodyguard, jouez à Final Fantasy XV, mais vite fait. Ne Et, joue aux autres. Jouez aux autres, revenez aux fondamentaux. Et Puppet Master et sa tête qui tombe sur un zizi qui fait pipi. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez. Salut.